Bienvenue au balado L'investisseur transformé. Avez-vous l'impression qu'il y a trop d'options et d'opinions vous disant comment investir et planifier votre avenir financier? Grâce à son approche simple et directe, l'animateur Ruben Antoine de la firme Toulette Matthews et Associés vous guide à travers la complexité de l'industrie financière. Les sujets abordés dans ce balado vont transformer votre expérience d'investissement et augmenter vos chances de devenir libre financièrement pour toujours. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, mon nom est Ruben Antoine et je vous souhaite bienvenue sur cet épisode spécial et très d'actualité de l'investisseur transformé. Aujourd'hui, on va parler des nouveaux tarifs imposés par les États-Unis, de leur impact sur le Canada et sur les marchés boursiers et aussi ce que l'on devrait faire en tant qu'investisseur. Mais avant d'en discuter, c'est important de mentionner qu'on est en train d'enregistrer cet épisode le 5 mars 2025. Et on le sait que Trump est vraiment imprévisible, les choses changent très vite. Donc, il se peut que certaines informations que nous allons partager avec vous aujourd'hui deviennent obsolètes d'ici qu'on mette l'épisode disponible pour le public. Mais dans tous les cas, c'était vraiment important pour nous de faire cet épisode sur les tarifs pour vous donner une perspective générale sur le sujet du point de vue de l'investisseur. Donc, pour en discuter aujourd'hui, je suis accompagné par ma collègue Chloé Mengué. Bonjour Chloé. Bonjour Ruben. Oui, c'est sûr que c'est un sujet très important et qui suscite beaucoup d'inquiétudes en ce moment. Oui, je suis d'accord avec toi Chloé. Ça suscite des préoccupations, ça c'est sûr. Mais avant qu'on commence vraiment à rentrer à fond dans le sujet, j'aimerais qu'on commence par la base, Chloé. C'est quoi un tarif? C'est quoi? On appelle ça aussi des droits de douane. Donc, peux-tu nous donner une définition et comment ça fonctionne? Oui, bien sûr. Donc, un tarif est une taxe sur les importations qui sert à 3 objectifs principaux. Donc, numéro 1, c'est de protéger l'industrie locale en rendant les produits étrangers plus chers. Numéro 2, c'est de générer des revenus pour l'État. Et la troisième, c'est de sanctionner des pratiques commerciales jugées injustes. Et des exemples mentionnés par Trump par le passé sont la gestion de l'offre ici au Canada, le bois d'œuvre et récemment, il s'attaque même au fait que le gouvernement canadien charge de la TPS. Mais en gros, l'effet principal des tarifs est d'augmenter les coûts pour les entreprises et les consommateurs, ce qui peut réduire la rentabilité des entreprises et ralentir la croissance économique. OK, donc merci pour cette définition, Chloé. On va résumer la situation actuelle pour comprendre ce qui se passe exactement en ce moment. Les États-Unis ont décidé d'imposer un tarif de 10% sur les produits énergétiques et miniers canadiens. Donc, par là, on fait référence, par exemple, au pétrole, à l'aluminium, à l'acier, aux minéraux critiques. Mais ce qu'on voit le plus dans les médias, c'est les fameux tarifs de 25% sur toutes les autres importations canadiennes qui sont en place depuis le 4 mars 2025. Chloé, peux-tu nous expliquer pourquoi cette décision a été prise? Oui, donc il y a plusieurs justifications avancées, dont la sécurité aux frontières, quand on parle, par exemple, de toute la situation de fentanyl et l'immigration. Il y a aussi les dépenses pour la défense nationale. On sait que le Canada est reproché de ne pas investir assez de son PIB dans le militaire, comme le veulent les directives de l'OTAN. Et finalement, les relations commerciales. Donc, l'administration américaine affirme que le Canada abuse de leurs relations avec les États-Unis parce que ces derniers ont un déficit commercial avec le Canada. OK, Chloé, mais c'est quoi les effets, selon toi, de ces nouveaux tarifs sur l'économie canadienne, les effets possibles? Qu'est-ce que ça peut causer comme conséquence? Oui, donc les conséquences pourraient être importantes selon plusieurs économistes. Il y a des conséquences sur la croissance économique, possiblement une baisse du PIB de 2 à 4 selon la durée des tarifs. Aussi sur l'inflation, une hausse des prix de 0,5 à 1 Aussi l'emploi, donc le taux de chômage pourrait atteindre 8 à 9 Eh boy! Et finalement, le dollar canadien qui pourrait chuter de 65 à 67 cents US. Donc, certains secteurs comme l'automobile, l'énergie et l'agriculture seront particulièrement touchés. Oui, tu viens de mentionner l'automobile, Chloé. Les États-Unis importent près de 47 milliards de véhicules et de pièces automobiles du Canada. Wow. Puis, quand on pense pour construire une auto, les pièces font le va-et-vient parce qu'il y a des expertises des deux côtés de la frontière. Donc, les pièces
ils traversent la frontière environ 8 fois avant que la construction de l'automobile soit complète. Donc, on comprend à quel point notre économie et celle des États-Unis est liée et les tarifs, c'est pas bon pour personne. Puis, tu sais, tantôt, là, dans l'introduction, je disais que les choses changent très vite et que Trump est imprévisible. Puis j'ai un super bel exemple tout récent, ça vient juste de sortir parce que depuis ce matin, après l'annonce des tarifs hier, Trudeau avait dit il y a eu une nouvelle qu'ils vont aller discuter entre Trudeau et la Maison-Blanche. Ben là, la nouvelle vient de sortir que justement, sûrement après cette discussion-là, la Maison-Blanche a confirmé qu'il y a maintenant une exemption d'1 mois sur les tarifs pour l'industrie automobile. Donc, il y a tout d'un coup une exception. Puis, ça ne m'étonne pas trop, Chloé, là, que c'est arrivé parce que le secteur de l'automobile, c'est quasiment symbolique aux États-Unis. C'est intouchable. Si tu te rappelles, quand il y a eu la grande crise de 2008, le gouvernement américain a supporté ce secteur-là à coût de milliards. Des pertes d'emplois là, dans le secteur automobile, c'est déjà arrivé dans le passé, qu'on pense à Détroit et tout. Là, c'est très symbolique. C'est un secteur que les Américains n'aiment pas voir aller mal. Donc, ça pourrait les mettre en colère. Donc, je pense que c'est une des raisons pourquoi Trump a décidé de faire une exception pour l'instant pour le secteur automobile. Mais justement, on parlait de la crise financière, les pertes d'emploi. Là, si on revient aux tarifs, est-ce que tu penses que les États-Unis peuvent aussi ressentir un effet négatif avec ces tarifs-là? Ben oui, absolument. Ils seront aussi affectés par les tarifs. Les principales conséquences qu'ils auront sont, premièrement, la réduction des profits des entreprises. Donc, selon Goldman Sachs, c'est jusqu'à 3%. Aussi, une hausse des prix pour les consommateurs, donc plus d'inflation. Et s'il y a plus d'inflation, ça veut aussi dire qu'il n'y aura sûrement pas de baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale. Donc, si cette guerre commerciale s'étend, les risques économiques pourraient devenir bien plus importants. Justement, Chloé, quand on voit le président américain se bomber le torse et intimider tout le monde avec ces tarifs, c'est comme si les États-Unis n'allaient pas subir des conséquences de ces tarifs-là, de ces douanes-là. Mais il ne faut pas oublier que, en plus de mettre des tarifs sur le Canada, les États-Unis ont aussi mis des tarifs sur le Mexique, sur la Chine. Et avec le Canada, qu'on met les trois ensemble, on est les 3 plus grands partenaires commerciaux des États-Unis. Donc, c'est sûr que tous ces pays-là, comme le Canada le fait, ils veulent répondre aux tarifs des Américains avec une riposte en mettant des contre-tarifs. Qu'on met tout ça ensemble, l'impact négatif sur les États-Unis pourrait être beaucoup plus significatif qu'il semble laisser paraître. Donc, à la longue, ça pourrait les dissuader justement à arrêter ces tarifs parce qu'une longue guerre de tarifs, c'est bon pour personne. Absolument. Est-ce qu'il y a des précédents historiques, Chloé? Est-ce qu'on a vu des situations similaires dans le passé entre le Canada et les États-Unis? Oui, en effet, plusieurs fois. Donc, je vais donner quelques exemples ici. Il y a les tarifs de Smoot-Hawley de 1930. Donc, c'était une augmentation des tarifs sur 20 000 produits et Canada a riposté. Et la conséquence de tout ça, c'est une chute du commerce mondial de 65%, qui a causé aussi une forte récession aux États-Unis et au Canada. Il y a aussi, j'ai mentionné un peu avant, le conflit du bois d'œuvre qui a commencé en 1982. Depuis 40 ans, le Canada et les États-Unis s'affrontent sur le commerce du bois d'œuvre. Puis le résultat de ça, c'est des hausses de prix et une volatilité des actions forestières canadiennes. Oui, Chloé, et je vais même ajouter 2 autres exemples historiques au tien. Parce qu'il y en a un que j'ai trouvé particulièrement intéressant parce qu'on dirait que l'histoire se répète. Il y a environ un siècle de cela, en 1890, il y a un membre du Congrès qui est membre du Parti républicain aussi, du nom de William McKinley, qui a instauré des tarifs agressifs de près de 50% au Canada pour limiter les importations étrangères et supposément protéger l'industrie américaine. Et comme dans le cas de Trump, ce que je trouve intéressant, parce qu'on voit ça de nos jours, c'est que dans le temps aussi, le but de ces tarifs-là, c'était d'essayer de pousser le Canada à s'annexer avec les États-Unis pour devenir le 45e État. Donc, on voit, c'est la même chose. Le Canada était nouvellement indépendant du Royaume-Uni, donc eux, c'était une façon de le rendre un petit peu plus dans le trou pour que le Canada veuille se joindre avec les États-Unis. Mais devine quoi? Comme maintenant, on s'est tenu fier, le Canada
a décidé de ne pas se joindre aux États-Unis, mais même de riposter avec les tarifs. Et d'autres pays aussi qui étaient visés par les tarifs américains, ils ont riposté. Donc, ça a fait que le prix des biens ont grimpé. Et ça a mis les électeurs américains en colère. Et à cause de ça, McKinley, l'instigateur de ces tarifs-là, n'a pas été réélu et c'est les démocrates qui ont pris le pouvoir. Donc, j'espère que ça va servir de leçon aux États-Unis. Oui, absolument. Mais si on va plus récemment, le deuxième exemple que je veux donner, c'est justement avec Trump lors de son dernier terme, donc la première fois qu'il était président en 2017 et 2020. Les gens ont peut-être oublié, mais les États-Unis avaient imposé des tarifs entre 3 à 24 % sur le bois d'œuvre canadien, mais aussi des tarifs de 25 % sur l'acier canadien et 10 % sur l'aluminium. Donc, le Canada, dans le temps aussi, avait riposté en imposant des tarifs équivalents sur l'acier et l'aluminium américain, mais aussi sur plusieurs produits de consommation américains. Donc, initialement, là, si on regarde du côté de la bourse, et la bourse canadienne et la bourse américaine avaient baissé en 2018. Par contre, si on ne regarde pas juste 2018, mais on regarde toute la période de 4 ans lors du dernier terme de Trump, donc de 2017, 2018, 2019 et 2020, ben les bourses, en fin de compte, ont toutes fini en positif à la fin du terme. Quand on regarde les rendements annualisés sur la période de 4 ans, de 2017 à 2020, le Canada a fait un rendement annualisé de 9,32 %. L'international, quand on regarde le MSCI IFI, 9,02 %. Et les États-Unis, quand on regarde le SP500, a fait 11,55 % annualisé sur cette période-là. Donc, on ne veut pas prétendre, Chloé, que c'est la même chose qui va arriver. On sait que des tarifs, c'est négatif pour l'économie et le marché. Donc, on ne sait pas si on va finir positif et dans le vert dans 4 ans. Mais on peut quand même se dire que le passé peut nous servir de leçon qu'il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas prendre des décisions radicales avec son portefeuille. Il faut rester investi, il faut garder le cap avec notre plan d'investissement à long terme. Oui, absolument. Puis je dirais aussi que même si les tarifs ne sont vraiment pas souhaitables, c'est une prise de conscience et même une opportunité pour le Canada d'encourager l'achat local, de renforcer son économie intérieure en éliminant les barrières commerciales interprovinciales, d'investir dans l'innovation et les infrastructures pour améliorer la productivité et surtout pour diversifier son commerce en accélérant ses relations avec l'Europe et l'Asie. Puis c'est ces mesures-là qui pourraient rendre l'économie canadienne plus résiliente dans le futur et moins dépendante du marché américain. Oui, je suis complètement d'accord avec toi, Chloé. Puis non seulement tu as parlé de diversification de nos échanges commerciaux avec d'autres pays, non seulement c'est important, le mot diversification, les investisseurs l'entendent souvent de notre bouche, c'est important pour le Canada en général en tant que nation. Mais si on revient du côté de l'investisseur, le particulier qui investit dans son portefeuille, c'est similaire. Il faut aussi penser à la diversification. Donc, que doit-on faire dans cette situation avec notre portefeuille, Chloé? J'aimerais avoir ton avis. Oui, bien, comme tu l'as dit, Ruben, l'investisseur doit s'assurer que son portefeuille est bien diversifié pour réduire les risques. Il faut s'attendre à de la volatilité. Les marchés vont réagir aux nouvelles. Depuis la mi-février, même les bourses ont baissé de près de 4 à 5 %. Mais l'histoire montre que réagir de manière impulsive à ces événements est rarement la meilleure décision. Il ne faut pas oublier que les entreprises dans lesquelles on investit ne restent pas passives face à des chocs comme une dépression, des guerres, une pandémie et maintenant des tarifs. Elles s'adaptent et trouvent des stratégies pour surmonter les défis et continuer à faire des profits à long terme. Donc, il ne faut pas paniquer et rester concentré sur le long terme. OK, Chloé, mais qu'est-ce que tu réponds aux investisseurs canadiens qui, mettons, veulent retirer, tu sais, on est tous un peu frustrés, là, mettons qu'il y en a qui veulent retirer tout leur argent qui sont investis dans leur portefeuille dans des entreprises américaines comme une façon d'eux-mêmes de prendre le taureau par les cornes et riposter aux tarifs. Tu sais, on voit beaucoup de boycotts, là, des produits, là, les gens qui disent « je ne vais pas acheter le ketchup américain ou quoi que ce soit », là. Mais qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là qui veulent faire ce boycott-là dans leur portefeuille aussi? Est-ce qu'il y a des conséquences à faire cette décision? Oui, donc les agissements de Trump et les tarifs ont vraiment créé un regain de patriotisme au Canada, comme on le voit, là, Ruben. Mais ce type de réaction, bien que compréhensible sur le plan émotionnel, reste, selon moi, pas la bonne approche à prendre avec ces investissements. Pourquoi? Bien, premièrement, il peut avoir un coût fiscal de faire ça. Si les actions américaines sont dans un compte taxable, il y aura sûrement un gain en capital et donc beaucoup d'impôts à payer.
Bon point, bon point. Puis aussi, boycotter des entreprises américaines pourrait avoir un impact négatif sur la performance du portefeuille et augmenter le risque. Donc, en retirant les investissements dans des entreprises américaines, l'investisseur réduit la diversification de son portefeuille, ce qui pourrait entraîner une plus grande volatilité à long terme. N'oublions pas que les actions américaines représentent une part significative des indices boursiers mondiaux et une élimination totale de ces positions pourrait réduire les opportunités de rendement à long terme, surtout en période de croissance économique. Oui, OK, je comprends. Et j'ajouterais que si sortir du marché américain, c'est pour se concentrer sur les actions de compagnies canadiennes, donc pas nécessairement aller à l'international, mais vraiment se surexposer au Canada par souci de solidarité et de patriotisme, cela va augmenter encore plus le risque parce que le Canada, on le sait, c'est un marché boursier qui est très peu diversifié, hein. Il y a 2 secteurs, si on les nomme les services financiers et l'énergie, qui représentent proche de 50% de l'indice composé du S&P TSX, par exemple. Donc, on s'entend là, si on met trop de nos placements dans le Canada, ça peut devenir un portefeuille très volatile. C'est pour ça qu'on l'a mentionné dans un podcast précédent, il y a une étude de la grande firme d'investissement Vanguard qui a révélé que le pourcentage d'exposition au Canada qui est le plus optimal au niveau des risques, donc celui qui réduit le plus la volatilité à long terme du portefeuille de placement, c'est une exposition au Canada de 30%. Donc, même si on voudrait sortir des États-Unis, je pense que ce qu'on veut dire, moi et toi, Chloé, c'est qu'on ne recommande pas de se surexposer à la bourse canadienne. Exact. En gros, tu sais, c'est sûr qu'on veut faire quelque chose. Si on veut agir et contribuer à la pression sur Trump, même avec la petite contribution qu'on peut faire, c'est mieux de le faire avec notre consommation. On le sait tous, l'activité économique américaine est supportée à près de 70% par les dépenses de consommation. Donc, on n'a pas de contrôle sur les tarifs, mais on a le contrôle sur ce qu'on achète. Donc, on pourrait être patriotique de ce côté-là. Je pense qu'on le voit déjà. Il y a plusieurs qui ont annulé leur voyage aux États-Unis. Il y en a plusieurs qui sont motivés à consommer localement et à supporter les entreprises d'ici. Donc, je pense que c'est la meilleure chose à faire à la place de faire des décisions radicales sur le portefeuille. Oui, 100% d'accord avec toi, Ruben. Donc, pour conclure, la guerre commerciale entre les États-Unis et le Canada aura des répercussions importantes à court terme, mais il est essentiel de rester investi et d'adopter une perspective à long terme. Oui, et pour ceux et celles qui se demandent s'il faut faire des ajustements dans leur portefeuille, sachez que si le portefeuille a été préalablement bien bâti, bien construit pour le long terme, avec de bonnes fondations et une bonne diversification pour passer à travers les tempêtes à court terme, qu'importe la tempête, tu sais, tu as mentionné tantôt, là, ça peut être des conflits, une pandémie, et maintenant des tarifs, Chloé, ces choses-là, le portefeuille doit avoir déjà été bâti pour passer à travers ça. Donc, si c'est le cas, il ne devrait pas avoir des changements dans le portefeuille basés sur des réactions à court terme ou des décisions politiques. Donc, en général, les seuls facteurs qui justifient un changement dans un portefeuille bien construit, c'est s'il y a des changements dans vos objectifs personnels ou financiers, dans votre circonstance personnelle ou dans votre situation financière. Donc, en gros, je pense que le message, c'est de ne pas paniquer, comme Chloé a dit, et de ne faire aucun changement. Sur ce, un grand merci, Chloé, pour cette discussion sur les tarifs. Merci, Ruben, et à bientôt. À bientôt. Vous venez d'écouter L'Investisseur transformé, animé par Ruben Antoine. Veuillez visiter le site web tma-invest.com pour vous abonner au balado, demander une copie gratuite du livre L'Investisseur transformé et pour en savoir plus sur la façon dont notre firme aide les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers. Merci. Les investissements et stratégies financières doivent être évalués en fonction de vos objectifs personnels. Les auditeurs doivent alors effectuer leurs propres recherches et consulter un conseiller dans le domaine avant de prendre des décisions sur leur placement et finances personnelles avec les informations fournies dans ce balado.